Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or du cinéma. Le 21 janvier 1959, Carl Switzer est assassiné d'une balle. Son meurtre remet son nom dans les journaux où on rappelle que l'homme de 31 ans a été l'un des enfants stars les plus populaires des années 30. Pourtant, depuis plus d'une décennie, il est quasi oublié. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Parler d'enfants stars, je trouve ça toujours un peu délicat parce que souvent on touche à des sujets sensibles. Malheureusement, les enfants qui deviennent des célébrités subissent pas mal de choses dans l'ombre et c'est que bien des années plus tard que le grand public apprend tout très souvent. Aujourd'hui, je vous parle de Carl Switzer, aussi surnommé Alfalfa, qui a été l'une des stars les plus marquantes des années 30. Contrairement à plusieurs de ses collègues, Carl ne va pas, heureusement, connaître de la maltraitance. Par contre, il va connaître ce que plusieurs enfants stars connaissent, un passage à la vie adulte très difficile où on peut être complètement oublié. C'est le cas pour l'acteur. Vous allez voir que sa carrière est loin d'être toute rose. On se lance déjà dans son histoire. Carl Switzer naît à Paris, non pas en France, mais dans l'Illinois, en août 1927. Il est le dernier enfant d'une fratrie de 4. On connaît pas beaucoup de choses sur sa famille et ses parents. On sait qu'il y a eu un drame. Le premier enfant de ses parents serait décédé quelques heures seulement après sa naissance, un événement qui a sûrement marqué la famille. Très tôt, Carl va démontrer des qualités artistiques. Avec son frère Harold, il s'amuse à danser, à chanter et à faire rire toute la rue. Sauf que très vite, des personnes des quartiers voisins vont venir voir les deux frères Switzer faire leur spectacle. En l'espace de quelques semaines, les garçons d'à peine 5 et 7 ans sont devenus des personnalités locales. Tout le Paris illinois connaît Carl et Harold. En 1934, toute la petite famille part pour la Californie visiter les grands-parents. Pendant cette visite, ils vont en profiter pour visiter les studios de Hal Roach qui s'y trouvent. Un tour guidé est offert au public et les Switzer vont en profiter grandement. Les enfants, mais aussi les parents, sont fascinés par tout ce qui est derrière les caméras. Personne ne savait vraiment tout le travail qu'il y avait derrière un film, derrière une production. Inutile de vous dire que Carl et Harold sont les plus intéressés. La visite guidée se termine par la cafétéria. C'est là que va se jouer un coup du destin incroyable ou un hasard de la vie fantastique, vous appellerez ça comme vous le voulez. Dans la cafétéria, les deux frères Switzer vont se mettre à faire leur show. Ils dansent, chantonnent un peu et quand ils voient que ça amuse la galerie, ils vont mettre le paquet. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond de la cafétéria, il y a un spectateur de choix, Hal Roach lui-même, en personne, les observe avec amusement. Imaginez-vous donc que le producteur va signer les deux garçons sur le champ. Il est convaincu de leur potentiel. C'est seulement en 1935 que Hal Roach va engager les deux frères pour jouer dans leur premier film, Beginner's Luck, de la série de courts-métrages Our Gang. Une série comique très populaire à l'époque qui joue dans les théâtres à répétition et qui a pour vedette principale George McFarland, l'enfant star de l'heure. Sauf que McFarland va devoir laisser un peu plus de place à Carl qui lui gagne en popularité très rapidement. En fait, il va vite devenir une star et l'un des points forts de la série, tandis que son frère Harold, lui, devient lentement un figurant. Qu'est-ce qui fait son succès? Son apparence. Avec ses cheveux léchés, séparés en plein milieu, ses fausses taches de rousseur et son look d'élève modèle, mais un peu espiègle, il charme les cinéphiles. Une célébrité qui dérange par contre le père de George McFarland, qui voit son fils être relayé à co-star parfois, mais aussi son temps à l'écran diminué au profit de Carl, qu'on appelle maintenant Alfalfa. C'est très courant de voir le père de McFarland se disputer avec celui de Carl pour une niaiserie,
Pendant que les pères s'improvisent gérants, discutent entre guillemets, les deux garçons jouent ensemble. Ils s'entendent très bien. Carl ne s'entend pas aussi bien avec tout le monde, par contre, parce que du haut de ses 10 ans, il est très farceur. Il aime jouer des tours à l'équipe technique et embêter son amoureuse à l'écran, Darla Hood, qui voue pour son collègue une haine immense. Elle le trouve impoli avec les jeunes filles et surtout, elle déteste être en sa compagnie. Carl est un peu un enfant à problème sur un plateau. Quand il ne joue pas, il est vraiment très difficile à contrôler. Jusqu'en 1940, Carl Switzer, ou Alfalfa, va être l'un des enfants stars les plus reconnus. Son nom est synonyme de succès. Mais en 1940, après 5 ans de succès et plus de 23 films avec Hal Roach, majoritairement, les studios décident qu'il est temps de faire vieillir Carl. Il a grandi. Il est maintenant un adolescent qui gagne en carrure très vite en plus. Il a plus l'air d'un enfant, mais bien d'un jeune homme. On va tenter de le faire sortir de ses rôles de jeune garçon pour une première fois dans I Love You Again, aux côtés de Myrna Loy et de William Powell. Par contre, après ce premier film en tant que vrai acteur, entre guillemets, ça va pas se passer tellement bien. C'est difficile pour l'acteur de se faire prendre au sérieux, et on le caste souvent dans des personnages légers. Tranquillement, ses rôles sont de moins en moins importants et on l'oublie un peu. Cette situation va durer jusqu'en 1945 environ. En 1945, sans contrat sérieux, il doit faire des imitations aux Bowery Boys et Gas House Kid. 2 films qui lui permettent de revenir un peu sur le devant de la scénette, mais de façon très brève. Dans les années 50, c'est surtout la télévision qui va sauver Carl Switzer et sa carrière. L'enfant star, maintenant dans la vingtaine, va jouer dans plusieurs films pour le petit écran. Il va apparaître dans différents jeux télévisés aussi. En 52, il joue avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy dans Pat and Mike, puis en 58 dans The Defiant avec Tony Curtis, Sidney Poitier et Lon Chaney fils. The Defiant est le dernier film et apparition professionnelle de Carl Switzer. Après le film, tout va déraper. En 1958, après avoir terminé le tournage de The Defiant, Carl Switzer se retrouve une nouvelle fois sans contrat. Aucun studio ne peut ou veut l'engager pour le moment. Aucun projet ne convient à l'acteur qui a pourtant été l'un des enfants les plus populaires des années 30. Cette pause forcée va lui permettre de pratiquer une autre de ses passions, celle des chiens de chasse. Depuis très longtemps, Carl est un passionné des chiens de chasse. Il en achète plusieurs et en fait l'élevage même. Un intérêt qui lui a rapporté quelques dollars bien utiles quand ses finances étaient au plus bas, comme en 1956. On remonte un peu dans le temps, on s'en va en 54 quand l'acteur rencontre Diana Collingwood, avec qui il va se marier 3 mois seulement après leur rencontre. Le mariage est d'abord heureux, encore plus quand un bébé vient s'ajouter au couple, mais vite, Diana comprend que son mari ne peut pas assurer le bien-être financier de leur trio. En fait, le couple peine à payer leur loyer et ils sont même menacés de se faire mettre à la porte. Une situation que la mère de Diana accepte très mal et elle va leur offrir de travailler dans la ferme familiale où ils pourront y vivre gratuitement. Gratuitement, comme je disais, en échange de quelques travaux manuels. La vie de fermier, c'est pas du tout pour Carl qui exécute assez mal les tâches d'une ferme.
Il commence à dresser des chiens pour la chasse, au départ pour ses amis, puis pour des inconnus. Mais c'est pas assez pour Diana qui rêve d'une vie totalement différente. Elle demande le divorce en 57 et gardera l'enfant à temps plein. Après son divorce, l'acteur va occuper d'autres petits boulots pour gagner sa vie. Il va être barman et pêcheur entre autres. L'élevage de chiens de chasse n'est pas très lucratif malheureusement, ce qui pousse souvent l'homme à fréquenter le milieu criminel. C'est peut-être à cause de ses relations peu recommandables qu'en janvier 58, il est victime d'un premier drôle d'incident. En janvier 58, après une soirée dans un bar, Carl Switzer entre dans sa voiture. Quelques secondes plus tard, une balle fracasse la vitre de sa voiture et atteint son bras droit. Transporté à l'hôpital puis interrogé par les autorités, Carl ne va pas coopérer du tout. Il refuse de livrer les détails de sa soirée et de dire la possible identité du tireur, qui n'a pas été arrêté d'ailleurs. On n'en sait pas plus sur cet événement très étrange. Est-ce que Carl avait des dettes? On peut se le demander. La même année, en décembre 58, il est arrêté alors qu'il coupe des sapins de façon illégale dans le but de les revendre pour les festivités de fin d'année. L'ancienne star explique avoir des dettes envers ses amis et qu'il voulait revendre ses sapins dans le but de régler ses soucis. Encore une fois, quel genre d'amis? On peut se le demander, quel genre de dette? Il est condamné à une sévère amende qu'il peine à payer. Au début de l'année 1959, arrive une opportunité en or pour Carl. L'un de ses amis de longue date, Samuel Stiltz, lui propose de dresser son chien pour la chasse en échange d'un bon gros montant d'argent. Les deux hommes concluent à une entente et Carl va commencer à dresser le chien. Comble de malheur, un jour, le chien va partir à la course après un ours et ne va pas revenir. L'acteur va le chercher pendant des heures, mais en vain, il est introuvable. Il doit le dire à Stiltz, qui est bien évidemment déçu de cet incident. C'est la première fois qu'il entend que Switzer a perdu l'un de ses chiens. Stiltz va offrir à son ami deux options. La première, il retrouve le chien, poursuit le dressage et lui redonne le chien. La deuxième, Carl peut lui rembourser la valeur entière de l'animal et cesser les recherches. Avec pas beaucoup d'argent, inutile de vous dire que Carl choisit de continuer les recherches. Il va faire à la main plusieurs affiches afin de retrouver l'animal. Quelques jours plus tard, le chien est retrouvé puis emmené au bar dans lequel travaille Alfalfa. En échange, comme récompense, l'homme va donner 35 $ cash au sauveur, en plus d'un crédit de 15 $ de boisson au bar. 50 $ au total qui équivaut à 600 $ presque en 2025. Une belle somme, une belle récompense. Tout de suite après avoir retrouvé le chien, Switzer appelle son ami et lui annonce la bonne nouvelle. Un rendez-vous est pris pour quelques jours plus tard afin que Carl redonne le chien. C'est ici que les choses deviennent floues. Le 21 janvier 1959, au matin, Carl Switzer discute avec l'un de ses amis, Jack. Jack trouve la situation un peu injuste. Depuis quelques jours, Switzer a retrouvé le chien de Stiltz, mais paye pour sa nourriture. Il convainc l'acteur de faire payer la nourriture au propriétaire puisque c'est son chien, un point sur lequel Alfalfa est d'accord. La journée va passer et tôt en soirée, les deux hommes partent pour redonner le chien à Samuel Stiltz. Arrivé chez le propriétaire du chien, on ne sait pas pourquoi, mais les choses vont dégénérer. Peut-être suite à une discussion et désaccord concernant le remboursement de la nourriture.
Les hommes commencent à se disputer et à un moment, Stiltz va recevoir une horloge en verre à l'arrière de la tête. Assommé mais toujours conscient, il gagne sa chambre où il prend son revolver de calibre 38. Il va pointer l'arme sur Switzer et Jack. Carl va tenter de lui retirer l'arme des mains, mais dans la lutte, un premier coup de feu est tiré. Une première balle qui atteint presque Tom, le beau-fils de 14 ans de Samuel Stiltz. La lutte va se poursuivre et Carl finit par tomber au sol, tente de s'enfuir et reçoit une balle dans le dos au niveau du cœur. Voyant que l'acteur ne se relève pas, Stiltz et Jack appellent les secours rapidement qui constatent son décès dès leur arrivée. Carl Switzer Alfafa est décédé à 31 ans seulement. Une enquête est réalisée parce que tout est trouble. La version de Stiltz, qui restera toujours la même, est celle que je vous ai racontée, du moins presque. Dans la version de Stiltz, Switzer l'aurait menacé de le tuer en prenant un couteau. C'est pour ça qu'il aurait tiré. Tom, rappelez-vous, l'adolescent de 14 ans et beau-fils de Samuel Stiltz, lui va raconter une version assez différente, mais qui va changer à de nombreuses reprises. La première version qu'il va raconter aux policiers est que son beau-père aurait tiré sur Switzer alors qu'il tentait de partir de la maison après une dispute. Il ajoute que son beau-père n'avait vraiment aucune raison de tirer sur l'acteur puisqu'il n'y avait aucun danger. Plus tard, il va raconter une version totalement différente où Switzer sort un couteau de ses poches, menace Stiltz avant d'être assassiné. Puis il raconte qu'après une dispute violente, Switzer aurait été blessé avant de tomber au sol et d'être assassiné. Comment les autorités vont conclure à la version officielle entre guillemets que je vous ai racontée plus tôt, je le sais pas, j'ai pas trouvé, ça reste assez flou. C'est la version officielle de l'enquête expliquée au procès de Samuel Stiltz, reconnu non coupable parce que la justice croit que l'homme avait des raisons de craindre pour sa sécurité. Il aurait donc agi en légitime défense. Le meurtre aux circonstances étranges de Carl Switzer remettra son nom dans les premières pages des journaux, un nom que le grand public reconnaît à peine. Pourtant, Alfafa a été l'idole de toute une génération d'enfants. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.